Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mararabia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon mois de Ramadan. On va en parler de ce mois de Ramadan, Sahar Ramadan Moubarak. On va en parler dans l'actualité. On va revenir sur l'actualité qui a dominé l'Algérie cette semaine et on va parler du pouvoir d'achat, de la flambée des prix, notamment ce produit très consommé qui a fait parler de lui, qui est l'oignon. On verra tout à l'heure des images où pour 4 petits malheureux oignons, on n'est pas loin des 650 dinars. Donc derrière cette flambée, on essaiera de comprendre pourquoi cet échec économique, puisque depuis plusieurs années maintenant, malheureusement, les Algériens sont confrontés à des difficultés au quotidien, mais notamment en ce mois de Ramadan. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un pouvoir qui promet. Il y avait Kamel Rezig, qui était ministre du Commerce, donc qui promettait déjà depuis plusieurs années, et puis son successeur, Monsieur Zitouni, donc qui arrive d'ailleurs du RND, qui pour l'instant n'a fait aucune sortie. Nous allons donc revenir sur le 2 avril 2019, c'était la démission, la chute d'Abdelaziz Bouteflika. On essaiera de comprendre depuis que s'est-il passé, et c'est peut-être le fil rouge de cette émission, puisqu'on va aussi évoquer les 5 ans de prison, dont 3 fermes pour Hassan El Qadi, et puis on reviendra sur ce pouvoir d'achat, cette flambée des prix, et puis on évoquera notamment cette interview qu'a donnée, cette deuxième interview enregistrée, diffusée sur le site internet d'Al Jazeera, donc qu'a donné Abdelmadjid Tebboune, président algérien, à la chaîne Al Jazeera. Mais vous allez voir que tout se suit. Donc la première thématique, 2 avril 2019, donc la chute, la démission grâce au peuple algérien. On est en 2014. Voilà ce que disait Abdelaziz Bouteflika. Je suis le représentant du peuple algérien et aucune institution de la République, fût-elle l'armée nationale populaire, ne peut faire une bouchée de moi. Je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. Alors dites aux généraux de me bouffer s'ils peuvent le faire. Voilà, l'incarnation du peuple algérien. Parfois c'est un peu risible, mais on va essayer de comprendre la réponse du peuple algérien. Cette réponse lui a été offerte en 2019, servi sur un plateau d'argent. Ils étaient des millions à sortir dans la rue pour notamment demander sa démission, ce qui a été fait avec nous sur le plateau. Hassan Helaj, docteur en économie, analyste politique. Slimane Azem, c'est toujours disponible. Blessure et résilience chez l'Harmattan. Bonsoir Hassan Helaj. Bonsoir Chaban, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous les téléspectateurs et à votre équipe. Je souhaite un bon Ramadan à ceux qui le font et je souhaite aussi un bon appétit à ceux qui ne le font pas. Très bien, surtout que nous sommes dans une société laïque de libre conscience. Chacun, évidemment, est libre de faire et de penser comme il veut. Très bien, vous faites bien de le souligner parce qu'il faut savoir qu'en Occident et en Europe et notamment en France, c'est que ce mois de Ramadan génère une sorte d'ambiance, d'environnement très apaisé, très généreux, très partage aussi, puisqu'il y a énormément de fidèles musulmans qui font donc le Ramadan et d'autres qui le font pas. Et on se rend compte qu'il y a des ftors organisés ensemble. Et c'était le cas à Alger. On verra à la fin de l'émission de très belles images, puisqu'hier soir à Alger, il y avait quasiment 1000 mètres de tables installées. Ils étaient plusieurs centaines à rompre le jeûne tous ensemble. Nora Bekouche, bonsoir, militante politique, membre de la CAHD, bonsoir. Bonsoir Chaben, bonsoir à vos invités, au peuple algérien et bon Ramadan à tous. Merci d'être avec nous. Rachid Hassani, secrétaire national au RCD, chargé de la communication. Cher Rachid Hassani, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous les téléspectateurs de Mararabia qui sont en train de regarder l'émission à l'instant. Merci d'être avec nous. On en parle dans un instant, mais voici la réponse du peuple algérien. Ils étaient des millions, alors on va s'arrêter quelques secondes, on s'en lasse pas. Ils étaient des millions d'Algériens, d'Algériennes aux 4 coins du pays, mais aussi à travers le monde, et ça continue encore aujourd'hui. Voilà, on retrouve ces quelques images et quelque part, on va en parler juste derrière, c'est une réponse à l'ancien chef d'État, 20 ans au pouvoir, qui disait que je suis l'incarnation et même l'armée ne pouvait rien faire. Le peuple, en tout cas, l'a fait.
plus. Super conquérant, on sait qu'en Algérie c'est très difficile de faire de la politique, en tout cas de se réunir. Tant de partis qui essayent de travailler, de se réunir, qui sont intimidés, l'UCP, le MDS, entre autres l'UDS, en tout cas le RCD. Coûte que coûte, vous continuez malgré les accusations, les procès qui sont faits au président actuel. Mohsen Belabès avait été aussi accusé, attaqué. Mais je voulais vous avoir aussi ce soir hier vous étiez réunis notamment pour rendre hommage à Jamel Toudert et Ouammar Mamri du côté de Bouira. Racontez-nous. Et puis c'est un message d'espoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est encore possible. Il faut se réunir malgré les intimidations, malgré certaines répressions. Message d'espoir, oui, mais en tout cas, on n'a pas le choix. Et on n'a pas notre choix que de résister à cette répression féroce du pouvoir et nous devons, en tant que parti, résister d'abord et puis semer l'espoir et dire ce qu'il faut faire, résister pour mieux rebondir et pour donner de l'espoir au peuple. En tout cas, comme je l'ai dit, donc on n'a pas le choix. Il faut continuer à résister. Il faut continuer à organiser des activités. Il faut continuer à militer. Et il faut continuer à discuter quand c'est possible avec les citoyens. Il faut continuer de débattre avec les partenaires politiques sociaux et syndicaux quand c'est possible aussi. Et c'est la tâche à laquelle nous attelons depuis un moment déjà. Nous sommes sur l'initiative politique comme nous l'avons lancé et nous sommes en pleine discussion avec des partenaires politiques et nous espérons arriver à un résultat probant d'ici peu pour essayer un petit peu de desserrer le taux sur les partis politiques et pour desserrer le taux chez les syndicats, sur les militants politiques et pour pousser ce pouvoir à lâcher du lest et à aller vers l'effectivité de l'application des lois. Parce que, comme vous le savez, nous avons une constitution qui consacre, qui énonce la consécration de la liberté de conscience, la liberté de création des partis politiques, la liberté de syndicats, la liberté d'activité politique, mais force est de constater que sur le terrain, c'est un autre son de cloche et c'est une autre affaire sur le terrain. Réellement, ce n'est pas le cas, donc nous assistons à une répression en continu, systématique et continue sur les partis politiques, les syndicats et tous ceux qui portent une voix de liberté, une voix dissonante par rapport à ce que dit le pouvoir. Vous sentez encore cette pression, ça sera le dernier volet avec nos invités. Je sais que je vais devoir vous libérer, mais comme de manière la thématique elle est vraiment liée. Ce soir, toutes ces actualités sont liées. Vous ressentez tout de même cette pression encore existence aujourd'hui au sein de votre parti lorsque vous vous réunissez. On rappelle que le président algérien, dans cette deuxième interview qu'il a donnée à Al Jazeera, dit clairement qu'en Algérie, moi, président, je suis critiqué, les partis sont critiqués, la presse a le droit de critiquer, les partis politiques ont le droit de critiquer. Il parle réellement d'un champ libre en termes d'expression. Est-ce que vous ressentez, vous, aujourd'hui, malgré ce que dit le président algérien, une pression, une répression sur vos activités, par exemple? Vous savez, pour nous, les Algériens qui vivent ici au pays, quand les dirigeants algériens, et notamment le chef de l'État, quand il s'exprime comme ça, surtout dans les médias internationaux, pour essayer de vendre un petit peu l'image d'une Algérie apaisée, d'une Algérie libre, vous savez, on a l'impression qu'il parle d'un autre pays. En tout cas, il ne parle pas du pays dans lequel nous vivons et dans lequel nous vivons une pression, nous subissons une pression de tous les jours. Il y a une pression, il n'y a pas un mètre carré de liberté dans ce pays pour essayer de faire de l'activité politique, pour exercer, pour s'exprimer librement. Vous le savez tous, c'est de l'autorité publique. Pour un post Facebook, des gens sont emprisonnés, sont mis en prison et incarcérés et avec de lourdes peines. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté pour les journalistes qui veulent
veuillent bien faire leur travail et qui veuillent. Donc tous les canaux sont fermés, tous les médias sont fermés, toutes les télévisions sont fermées. Figurez-vous que nous sommes un parti d'opposition qui n'a pas droit de citer dans les médias, dans les journaux publics, dans les médias publics et dans les journaux parapublics et les télévisions parapubliques depuis belle lurette, depuis des années. Donc je ne vois pas de quel pays il parle, ce chef de l'État, de quelle liberté il parle. Donc nous, en tout cas, nous subissons une réelle pression, une réelle répression, et nous sommes privés de nos droits les plus élémentaires à l'expression libre, à l'expression politique et à l'activité politique en tant que parti légal et en tant que parti agréé. Donc voilà, la pression est là, il est d'ordre politique, il est d'ordre d'expression publique, il est d'ordre économique et social. Voilà. Donc on est plutôt dans une Jazaïr al-Qadima, peut-être que Jazaïr al-Jdida, comme le dit le président maintenant. Ce mois de Ramadan, comment, dernière réaction, parce que vous êtes aussi en Algérie et vous êtes aussi le mieux placé, même si avec les réseaux sociaux aujourd'hui on a vraiment tout, hein, mais ce mois de Ramadan, c'est dans la continuité des années Bouteflika. C'est toujours difficile pour les Algériens de se subvenir à ses besoins. Et puis il y a ce malheureux oignon à qui on n'a rien demandé, qui aujourd'hui arrive comme de l'or dans les assiettes des Algériens. Oui, nous vivons effectivement une situation qui revient d'une manière cyclique à chaque veille du mois de Ramadan, et à chaque veille d'une fête où la demande est importante sur les produits de maraîchers, sur les fruits et légumes, sur les viandes et ainsi de suite. Sauf que nous vivons une année encore pire que celle que nous avons vécue auparavant, avec une déferlante des prix qui n'a pas de limite, et un pouvoir d'achat quasiment insupportable pour les Algériens. Et c'est une situation sur le plan social qui est la résultante et qui est engendrée par toute cette impasse politique dans laquelle nous vivons, et cette incapacité à construire une économie véritablement créatrice de richesse et qui peut véritablement donner de l'offre pour éviter à ce que les prix soient aussi important que ça. Voilà. Donc nous n'avons pas une économie productrice qui est elle aussi résultante de notre impasse économique, de la gabegie qui règne, de l'absence de transparence, de l'absence des standards internationaux de l'activité économique comme ça se fait partout dans le monde. En termes de commerce, l'équation est très simple. L'offre doit être supérieure à la demande pour que les prix n'augmentent pas. Chose que nous n'arrivons pas à faire parce que nous ne produisons pas assez, et donc il y a une offre qui est en deçà de la demande, et ce qui fait que les prix augmentent d'une manière importante. Même si le pouvoir essaye à chaque fois d'intervenir d'une manière administrative, mais c'est des interventions qui ont peu d'effet, parce que l'économie ne reconnaît pas l'interventionnisme administratif et étatique de ce genre d'affaires. Donc il y a une seule règle, une seule équation. Il faut produire pour que les prix soient à la portée des Algériens, à la portée à la portée du pouvoir d'achat des Algériens. Merci Rachid Hassani d'avoir été avec nous, secrétaire national du RCD en charge de la communication. Merci au RCD aussi de pouvoir régulièrement prendre la parole sur nos antennes, parce que c'est pas simple. Nora Bek, bonne soirée à vous. Sahar Ftour, bon appétit. Sahar Ftour, cher Hassan. Rachid Hassani, Hassan Helash, il est sur le plateau. J'en viens dans quelques instants. Nora Bekouche, donc il y a 4 ans, j'aimerais avoir votre réaction avant d'évoquer Hassan El Khadi, mais c'est lié, vous allez certainement découler là-dessus. Il y a 4 ans, c'était la chute, la démission. Hein. On a entendu tout à l'heure Abdelaziz Bouteflika qui disait que personne, hein, coûte que coûte, personne, voilà, pourra me détrôner. En tout cas, le peuple l'a fait depuis 4 ans.
quel bilan vous faites? Voilà, ce soir, c'est des questions un peu directes. Quel bilan vous faites? C'est toujours la même, c'est dans la continuité pour le peuple algérien? C'est pire? C'était mieux avant? On peut pas dire ça. Le titre, c'est dans la réalité. Enfin, il représente la réalité. Hein. C'est dans la continuité des années Bouteflika. Bien sûr, sur le plan social ou même sur le plan politique, sur le plan des libertés, c'est pire, mais c'est voulu. La répression, elle est telle pour éviter qu'un 22 février 2019 ne se reproduise. Donc la situation, elle est pareille pour les Algériens, avec une répression et une instrumentalisation de la justice qui est farouche. Merci Nora Bekouche. C'est vrai, Hassan Helech aussi un peu. D'abord, c'est un pays que vous connaissez hein, depuis des années. Vous avez connu bien sûr les années Bouteflika. Aujourd'hui, cette Algérie. Alors, on parle des libertés parce qu'il y a des cas. Et c'est vrai que c'est une question ce soir qui se pose, mais je ne sais pas si on devrait la poser, puisqu'on a vu quand même les généraux Nezar et Médiane qui ont été honorés. On a vu dernièrement un remaniement ministériel avec des anciens du RND qui font un retour pour certains qui étaient au pouvoir entre 96 et 99, donc on a tout dit hein, sous l'ère Bouteflika. Cette Algérie aujourd'hui pour vous depuis 4 ans, est-ce que c'est toujours un 5e mandat? Oui, c'est exactement l'expression que j'allais utiliser. Malheureusement, oui, nous sommes dans la continuité avec évidemment une escalade sur un certain nombre de points, notamment au niveau de la répression, au niveau de la désorganisation, au niveau de la gabegie, etc. Donc nous insistons en fait à une dégradation constante. C'est pas propre à Abdelmajid Tebboune, ce n'est même pas propre à Bouteflika. Il faut remonter à Bouharouba Ben Bella. Je veux dire, quand on voit l'Algérie qui s'est libérée et qu'on a vu des gens comme Ben Youssef Ben Khadda, Farhat Abbas, Hosseini Ahmed marginalisés pour que Ben Bella, Boumediene et Bouteflika prennent le pouvoir, on comprend tout de suite ce qui advient. On comprend tout de suite la descente aux enfers de ce pays qui a tant donné, qui a sacrifié les meilleurs de ses fils et par centaines de milliers. Donc malheureusement, on observe une situation déliquescente, tant du point de vue politique, économique, psychologique, etc. Je veux dire, il n'y a pas un secteur qui soit épargné. Je veux dire, il y aurait eu investissement dans 2-3 secteurs et qui se porteraient bien. Ben là, on pourrait dire, bon, on a sacrifié les autres secteurs et puis voilà, on peut présenter quelque chose de valable. Mais là, il n'y a absolument rien. Je veux dire, il y a toujours cette pente descendante et qui mène vraiment à une espèce d'enfer que les Algériens ne méritent pas. Et je ne comprends pas d'ailleurs. Et lorsqu'on écoute Bouteflika, on voit l'orgueil des dirigeants. On voit cette espèce de mégalomanie, le mépris du peuple, le mépris des institutions. C'est vrai qu'à l'écouter, ça incarne tout de même un sens plus qu'autoritaire. Il dit j'incarne le peuple algérien, alors des fois c'est risible, mais c'est vrai que ça incarne quelque chose d'autoritaire, de dictature directement, oui, là, dans ces mots, le ton. Hein. Je pense que le fait qu'il ait été choisi par l'armée en 99, au détriment des gens comme Mehri, comme Aït Ahmed, comme Hamarouche, etc. Je pense que ça lui a monté à la tête. Et il a effectivement cette mégalomanie vraiment débordante. Et quand il y a une telle démesure dans l'orgueil, eh ben forcément, on aboutit au dérapage. Le seul fait d'armes de Bouteflika, c'est d'avoir cassé les services algériens, les services secrets algériens. Je veux dire, aujourd'hui, on voit malheureusement comment des changements totalement, incompréhensibles, en tout cas, nous qui ne maîtrisons pas exactement ce qui se passe à l'intérieur, mais on voit les arrestations de généraux, on voit les mises à l'écart, on voit les mises en retraite, etc.
on voit on sent qu'il y a quelque chose, on voit le trafic de la drogue, le trafic de plein de choses. Donc on se dit qu'il a réussi quelque chose, c'est de casser ce qui pouvait servir de colonne vertébrale des institutions, évidemment à la condition qu'il soit à l'écoute du peuple algérien et à l'écoute de ses aspirations. Je vous disais que ce soir tout est lié. On va écouter ici le président algérien qui parle d'investissement, qui déjà, voilà, pour lui, gouverner, c'est prévoir. Il faut anticiper. Il revient notamment sur les investissements et sur ce travail qu'il anticiperait déjà depuis quelques temps, depuis son arrivée au pouvoir, notamment pour cette démographie qui serait amenée, donc bien sûr, à grandir, 75-80 millions d'habitants d'ici une trentaine d'années. تفضل. بالفرنساوية مونتسكيو يقول لك gouverner c'est prévoir. يعني لازم يكون عندك بعد نظر استشرافي للمستقبل. استشرافي. احنا رانا نخدم اليوم على الجزائر نتاع 65-70 مليون ان شاء الله. من الخير لبلادنا وطول العمر الجزائريين ان شاء الله. اذا الاستثمار يبدا من دروك في هذه الافاق باش ما تفاجئناش الديموغرافيه. ولازم نبحث على اسواق ونبحث على افاق هذه كلها بالتقريب في الخطه التنمويه تاعنا تاع البرنامج اللي قدمته للشعب الجزائري واللي وافق عليه. Voilà. Nora Bekou, je reviens à vous. Alors d'abord, on va passer à l'actualité suivante, bien évidemment, mais c'est lié. On va consacrer quelques minutes, bien évidemment. On en parle depuis plusieurs semaines. Il était important ce soir d'y revenir. On va revenir sur la situation de Hassan El-Qadi. Mais une réaction tout de même là-dessus, dans cette continuité. On a un président algérien actuel, dans une nouvelle Algérie, dit-il, qu'il répète sans cesse. Il nous parle vraiment d'un investissement. On rappelle tout de même que à l'heure actuelle, tout ce qui a été réalisé aussi, c'est du temps d'Abdelaziz Bouteflika, les stades, les chemins de fer, notamment entre autres, ou les routes. Une réaction là-dessus sur ce travail d'investissement et le fait que pour gouverner, c'est anticiper, c'est prévoir. Dans la bécouche. Oui. Ah oui, pardon, c'est à moi. Franchement, moi, il parle d'investissement, de quel investissement il parle? D'autoroute, qu'il y a l'autoroute la plus chère au monde, de stade, ça apporte quoi? L'opium du peuple. Ils ont fait quoi? Est-ce qu'il y a une production? On produit exactement quoi en Algérie? On produit quoi? On importe tout. Un pays comme l'Algérie, de presque 2,4 millions de kilomètres carrés, on a un problème en 2023 avec l'oignon. Et il me parle d'investissement. Mais franchement, il parle avec qui? Il parle avec les morts, il s'adresse aux morts, il s'adresse aux fous, je ne sais pas, mais il ne s'adresse pas à des gens normaux. La réalité, elle est tout autre chose. Se désigner, il peut dire ce qu'il veut. La réalité, les faits sont là. L'histoire, elle est là. Qu'est-ce qu'ils ont? Il est où l'investissement? Aucune production. Rien. Il y a rien. Ils n'ont rien produit, ni dans l'agriculture, ni dans l'industrie, ni rien du tout. C'est avec des ressources algériennes et une superficie et vraiment la première ressource, une jeunesse de 70% de la population est jeune et on a un problème avec l'oignon en 2023. On va en parler. Donc ça veut tout dire. On va en parler bien sûr dans un instant. Avant de rendre hommage et d'évoquer l'affaire Hassan El-Qadi, le docteur en économie que vous êtes, Hassan Helaj, c'est vrai qu'investir aujourd'hui en Algérie, déjà au sein du pays à l'intérieur, c'est difficile. Bien évidemment, je ne parle même pas des grosses entreprises ou des start-up ou des gens qui voudraient investir en Algérie. Il est droit dans ses baskets, le président algérien, quand il dit quand même, voilà, il y a un investissement, on travaille sur du long terme. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle tout de même, l'actualité de chaque jour, c'est des pommes de terre, c'est de l'huile, c'est des oignons.
Je crois que Abdelmejid Tebboune est dans son rôle, il fait de la propagande pour son régime. Ça n'a rien d'étonnant à cela. La vérité est que l'Algérie n'est pas un pays attractif. Je veux dire, il n'y a pas d'investissements ni nationaux ni internationaux. Je veux dire, quand on voit la part de l'industrie dans le PIB, c'est totalement insignifiant. Quand on voit qu'il n'y a aucun projet réel vraiment dans les infrastructures, dans les projets, il n'y a pas déjà de climat des affaires. Donc le droit qui change du jour au lendemain, etc. On n'a pas un véritable système bancaire, on n'a pas une vraie école, on n'a pas un système de formation, on n'a rien. Je veux dire, il n'y a pas de cohérence dans ce qui est fait. Il y a beaucoup plus d'annonces, on parle du quantitatif, mais on parle jamais de qualité, on parle jamais de chiffres réels. On ne peut même pas mesurer, c'est-à-dire on ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc il y a de gros problèmes dans tous les secteurs. Je veux dire, industrie légère, industrie lourde, l'agriculture, les infrastructures, l'école, l'université, etc. Je ne vois pas d'investissement sérieux dans tout cela. Au contraire, on régresse. Quand je vois le niveau de nos techniciens, de nos ingénieurs et tout ça, ça me fait très mal. Parce que quand je vois que, par exemple, un bac plus 5 qui obtient son diplôme en Algérie et qui arrive ici, il est obligé de s'inscrire en deuxième année d'université ou d'école d'ingénieur, donc on le régresse de 3 ans, ça dit tout sur ce pays-là. Donc, malheureusement, Abdelmejid Tebboune est dans un rôle de propagandiste, dans un rôle de communication, ce que je peux comprendre à sa place. Mais ça ne reflète pas, malheureusement, la réalité. On va y revenir dans un instant. Ahsan El-Kadi, bien évidemment, malheureusement, alors on rappelle, 24-25 décembre, il est arrêté manu militari chez lui. Donc ça, c'est un élément important. Il reste donc en prison le 29 décembre, détention provisoire. Depuis, il est incarcéré. Donc, le 2 avril, c'était cette semaine. Donc, 5 ans de prison, dont 3 fermes. Et puis, la dissolution de la société Interface Média, qui est dite pour Radio M et Maghreb émergent. La confiscation de tous ses biens, 10 millions de dinars d'amende, plus de 68 000 euros à son entreprise. La société, a été aussi condamnée à dédommager l'ARAV, l'autorité de régulation de l'audiovisuel en Algérie, donc à hauteur aussi de pas loin de 5 000 euros. Et puis Ahsan El-Kadi aussi qui est amené à payer aussi des dédommagements financiers. Communiqué aussi de sa famille. Juste vous lire rapidement un extrait. Contrairement aux apparences, nous considérons ce déni de justice commis à l'encontre d'Ahsan El-Kadi, c'est sa famille qui parle, comme une victoire, dit-elle. C'est tout à son honneur. On l'a salué. D'abord à travers son boycott d'une justice mise au pas, dit sa famille, sa courageuse défense de rupture et par sa capacité à mettre sous les projecteurs de l'opinion internationale cette terrible répression qui s'abat sur les libertés collectives et individuelles en Algérie. Donc on voulait encore une fois saluer sa famille. Hassan Hirash, Nora Bekouche, voilà 3-4 axes comme ça et vous avez la parole. Est-ce que pour vous d'abord c'est une surprise ou est-ce que c'est une malheureuse annonce certes et malheureuse, le qualificatif n'est pas assez fort, mais c'est dans la logique du pouvoir actuel. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir n'est plus dans cette contre-révolution? Parce qu'il aurait le droit d'être dans cette contre-révolution, mais est-ce qu'il est plus dans une logique de pouvoir? Et puis aussi peut-être un mot, l'ambassade américaine à Alger s'est exprimée. Voilà ce qu'elle a dit. La liberté d'expression est un droit fondamental reconnu par l'ONU. L'administration Joe Biden donc continuera d'indiquer clairement que la liberté de la presse donc sont des priorités américaines dans le monde entier et en Algérie, sans citer Ahsan El-Kadi. Donc une réaction, mais une réaction timide, peut-être logique dans ce contexte de crise géostratégique où les uns aussi ont peut-être besoin des autres dans des intérêts diplomatiques. Une réaction par rapport à ces deux trois axes, Nora Bekouche, sur l'affaire Ahsan El-Kadi. L'affaire Ahsan El-Kadi, on voit que le verdict, c'est un verdict politique. Hein. Il n'y a pas de justice.
je salue son courage de cette rupture qu'il a eue, cette posture, cette position qui est tout à son honneur, parce que du moment que la première liberté, la justice, elle n'est pas libre, il y a une instrumentalisation de la justice, c'est normal, hein. Il a été emprisonné, il a été condamné avant même d'être jugé. Donc, il savait que les dés sont jetés. Donc, bien sûr, c'est un verdict politique et je condamne et nous condamnons tous fermement cela. La seule clé du pouvoir, donc aujourd'hui, la seule clé, vous parlez d'une décision politique avec des dossiers vides, malheureusement il n'est pas le seul. Aujourd'hui, la clé du pouvoir, c'est ce genre de décision politique, de répression. Le pouvoir, pour vous, est dans cette logique-là aujourd'hui, n'est plus dans cette logique de contre-révolution, peut-être d'argumenter, de créer une démocratie, de discuter aussi avec les opposants, parce que logiquement, c'est ce qui devrait se faire. Non, parce que ça n'a jamais été sa volonté, au fait. Il n'y a pas eu de signe dans ce sens-là. Sa volonté, c'est d'arrêter toute forme de demande, d'opinion, de participation dans la vie politique, au fait, algérienne. Donc, du coup, ils sont dans leur rôle pour se maintenir au pouvoir par la force, par la répression. D'ailleurs, un pouvoir militaire, c'est la seule langue, on va dire, c'est la seule chose qu'il connaît, c'est la seule chose qu'il pratique, et du coup, la balle, elle est dans le camp du peuple. Hassan Helech, pareil, une réaction. Bon, là-dessus, je pense que vous condamnez, mais on a l'Amérique qui s'est exprimée diplomatiquement. C'est très timide, encore une fois. On a effectivement des États comme ça qui s'expriment, mais à chaque fois, c'est parce que c'est pas dans leur intérêt aujourd'hui, parce qu'il y a une certaine complicité. Non, je pense que c'est à peu près les mêmes réactions dans le monde entier. Je veux dire, quand on voit ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, l'agression du Yémen, l'assassinat funeste d'un journaliste, etc., et qu'il y a eu quelques phrases comme ça, plus ou moins fortes du pouvoir américain, et puis ça s'est arrêté là. Quand on voit ce qui se passe en Palestine et qu'ils soutiennent même Benjamin Netanyahou, qui est un véritable criminel. Je veux dire, on voit très bien que le peuple algérien ne pèse pas beaucoup aux yeux de ces puissances, malheureusement, parce que c'est la diplomatie, c'est le langage de bois, etc. Mais enfin, il y a quelque temps, même cette réaction-là, à minima, n'était pas encore possible. Donc, c'est toujours bon. C'est ce que dit sa famille. Dit, en tout cas, ce qui est positif. Alors, elle positive énormément. On a vraiment une pensée pour sa famille, mais elle dit, voilà, la capacité aussi à mettre sous les projecteurs de l'opinion internationale. Parce qu'il faut savoir qu'on en a parlé aussi tout au long de la semaine. Énormément de presse internationale ont évoqué cette affaire. Tout à fait. Je pense que c'est très important d'internationaliser le problème d'Hassan al-Qadi, parce que à travers son affaire, évidemment, c'est l'affaire de tous les militants des droits de l'homme, les militants politiques, les militants syndicaux, les militants culturels, les militants linguistiques, etc., qui sont emprisonnés sur la base de mensonges, sur la base de contre-vérités, etc. Le drame de l'Algérie, c'est que on prend des décisions sur justement un certain nombre de mensonges dus à la paranoïa qui a saisi les gens du pouvoir, et donc les vérités qui sont dites par Hassan al-Qadi, qui sont des vérités qui sont connues de tous les Algériens et qui ont été résumées dans les slogans de millions d'Algériens pendant 3 ans de manifestation, 2 ou 3 ans de manifestation. Je veux dire, Hassan al-Qadi n'a pas menacé, les bases de ce système. Mais je crois que justement un régime autoritaire qui sait qu'il est illégitime et qui sait qu'il n'est pas aimé par le peuple, il cherche à ce qu'il
il soit craint par le peuple. C'est la stratégie, je crois, de nos dirigeants. Ils savent qu'ils ne sont pas aimés et donc ils cherchent à être craints. Et moi, je pense que c'est voué à l'échec pour au moins une raison fondamentale, c'est que dans la culture collective algérienne, il n'y a pas de culture de soumission. L'Algérien ne connaît pas la monarchie. On n'est pas au Maroc, on n'est pas en Arabie Saoudite, on n'est pas en Jordanie, etc. Et je crois que les Algériens, justement, sont des rebelles, ils ne peuvent pas accepter comme ça la violence, ils ne peuvent pas accepter comme ça d'être tout le temps mis à l'écart, d'être bâillonnés, etc. Il y a une culture algérienne, on l'a vu en 80, on l'a vu en 90, on l'a vu en 2008, on l'a vu en 2001, etc. Je crois que vraiment c'est illusoire de croire qu'on peut faire plier le peuple algérien en organisant comme ça, de façon sporadique, des répressions totalement injustifiées. Il est important de lui donner la parole aussi, comme à chaque fois d'ailleurs. On revient ici sur cette deuxième partie d'interview qui a été diffusée sur le site d'Al Jazeera, mais vous pensez bien qu'au sein de notre chaîne, il fallait revenir et décortiquer cette interview. Le président algérien qui nous dit que tout le monde peut critiquer, la presse est critiquée, moi-même président est critiqué, les partis sont critiqués et heureusement, sinon on serait dans une dictature. Ça veut dire que pour lui, l'Algérie est en pleine démocratie. ده هو إذن الباقي الصحفيين هم بروحهم يقولوا لك في انتقادات تاع عمل الولاد، فيه دي فيديو، فيه انتقاد تاع الوزاره، فيه بعض الوزراء اللي ما خلاو ليهمش، حتى بالنسبه للرئيس، حتى بالنسبه انتقاد بنا انتقاد شيء سليم بالنسبه لتسيير دوله، لان اللي ينفرد برايه راه يدخل في الديكتاتوريه، لكن بصفه منظمه مش بصفه فوضويه، مش باعاز من الخارج. الخارج راه يغرق فيك باش تدخل في عدم استقرار تاع دولتك ويعطيك نفس الشيء اللي عطاه لسوريا وليبيا وغيرهم. نعم. ده هو اللي نقول لك انا نظم حوالك، لانه لو كان بغينا حب التضييق في 180 جريده يوميه كلها تطبع او اغلبها 99% تطبع في مطابع حكوميه. Voilà, le président algérien qui continue encore malgré tout, qui est revenu aussi longuement sur ses plus de 5000 journalistes. Il évoque aussi ses 180 presse électronique, etc., qui ont une totale liberté. Mais vous constaterez aussi que lorsque le président intervient, il n'est jamais en direct et il n'y a jamais d'émission de débat où lui serait confronté aux partis d'opposition, notamment qu'il y a en Algérie, ou encore aux citoyens. On pourrait imaginer demain donc un président ou des ministres qui se retrouvent au cœur comme ça d'une assemblée, être confrontés à la réalité des Algériens. Malheureusement, c'est pas le cas. L'autre actualité de la semaine, on vient d'en parler un peu, on va parler aussi économie, la flambée des prix. Cette petite vidéo parle d'elle-même. On a ici l'équivalent de 4 malheureux oignons qui coûtent pas loin de 650 dinars. في الاول السلام عليكم. انا وزنت 4 في الصليد نزرا شحال السواد 4 في الصليد نزرا شحال دغلين تقدريمن هي وتسوالي الموع جيزه ايسي لبصل هذا 4 في الصليد 2 كيلو 500 خمس 26000 65000 مثلا 4 في الصليد 65000 الصحه في تركو. Heureusement qu'on est en 2023 et que les réseaux sociaux sont là pour montrer cette réalité. Nora Bekouche, bien effectivement, il fait sa sortie, il fait d'ailleurs la une aussi des réseaux sociaux à travers le monde, puisque les Algériens ont plein d'humour. On a vu l'oignon sous toutes ses formes, sous forme de boucle d'oreille, de bague de fiançailles, sur un plateau d'argent, en salade de fruits, entre autres. Mais on a vu des tarifs aussi pas loin de 400 dinars le kilo. La même question à tous les deux, Hassan Helash et Nora Bekouche. Depuis des années, on dit aux Algériens qu'il y aura ce qu'il faut, que les tarifs seront à la hauteur de vos moyens. Kamer Rezig avait promis et promettait depuis des années. Actuellement, le nouveau ministre du Commerce, ne l'avons pas encore
Entendu. Est-ce qu'on peut résumer ça sur un échec, un programme, un système économique, un échec économique aujourd'hui, ou alors c'est vraiment peut-être une volonté quelque part de laisser les Algériens vivre dans ce chaos et ne pas leur dire débrouillez-vous pour avoir de l'eau, des pommes de terre, de l'huile, des oignons, et pas d'ouverture d'esprit, pas de bibliothèque, pas de liberté d'expression, pas de... C'est tout, c'est l'ensemble au fait. C'est voulu. Parce que comme je disais tout à l'heure, avec une superficie telle que l'Algérie, qui fait plus que 4 fois, même presque 5 fois la France, incapable de produire de l'oignon, de la pomme de terre, de ne pas avoir au fait cette autosuffisance alors qu'on a tout. On a tout pour avoir cette autosuffisance sur le plan alimentaire. Mais la volonté politique, au fait, le drame de l'Algérie, tout est lié. C'est une crise politique et c'est un problème de fond qui est politique. Parce que si on résout, et tout est lié, on peut pas, il peut dire ce qu'il veut, on peut promettre ce qu'on veut, du moment qu'on n'a pas des projets dignes de ce nom, d'une agriculture, une stratégie d'agriculture digne de ce nom, forcément, c'est la loi du marché, c'est l'offre et la demande, et quand il y a plus de demandes que d'offres, on voit des prix exorbitants. Donc, ceci explique cela. Donc, mais le problème algérien, il pourra pas être résolu que il faut aller au fond du problème, et le problème il est politique, et donc le peuple il subit. Il subit tout. Ces produits-là ne sont pas en majorité. Enfin, il n'y a pas une autosuffisance locale, donc on est obligé d'importer. Importer, c'est parce que c'est voulu également, parce qu'il y a des commissions et des commissions en devises. On ne veut pas que ça soit en dinars, donc forcément on privilégie plus les importations parce qu'on gagne également là-dessus. Enfin, je parle de la junte militaire. Et donc c'est le peuple, il est lui qui paye. Selon vous, on peut parler il y a eu des mots qui sont revenus cette semaine lorsqu'on a consacré plusieurs programmes d'affront, d'humiliation, une forme de répression aussi. Aujourd'hui, ce sont des mots pour vous qui peuvent, pour vous, le peuple algérien vit aujourd'hui une certaine humiliation de ne pas pouvoir, surtout que l'oignon est utilisé quasiment à tous les repas. C'est une forme d'affront, de répression aussi que vit le peuple algérien à ce niveau-là. Il l'a toujours vécu, c'est l'humiliation, la dignité, elle n'est pas. Depuis 62, au fait, le peuple est humilié par ce régime, et il continue. Et effectivement, on peut aussi il paye un peu son espoir ou sa volonté de se libérer. Il paye l'envie de vouloir construire un État démocratique, un État civil, un État de droit, un État de liberté. Oui, le peuple, il paye un peu tout, au fait. Il paye cette incapacité de ce régime, ce système à produire, à construire. Et il paye le fait qu'il espère un jour vivre avec dignité et en toute liberté. Hassan Helaj, si on prend aussi encore un peu de hauteur, humiliation, c'est vrai, faire une chaîne pour des pochettes de lait, moi je l'ai vu 4h du matin, 4h30 du matin, j'ai vu des files d'attente il n'y a pas si longtemps que ça. On a compris l'huile, l'oignon, la semoule, etc. Si on prend un peu de hauteur, c'est que le président, il y a un complot là-haut, on lui met des bâtons dans les roues, il n'arrive pas à travailler malgré ses annonces, parce qu'à chaque fois qu'il fait des annonces,
il est quand même positif, hein, il est optimiste. L'autosuffisance, Nora Bekouche en parlait, mais autosuffisance pour 2025. Vous qui êtes économiste depuis des années, ça doit peut-être vous faire rire. Est-ce qu'il y a un complot contre le président algérien? Est-ce qu'il y a une incapacité, une incompétence? Est-ce qu'il y a vraiment une réalité que le pays soit comme ça et qu'il ne bouge pas? Comment vous analysez parce qu'on peut parler d'échec économique. Y a-t-il un projet économique d'ailleurs en Algérie? Je pense tout simplement que ce n'est pas la priorité des dirigeants en place. Je crois qu'il y a une politique sécuritaire et c'est ça qui est en train de se faire, je veux dire. Le tout sécuritaire vis-à-vis du peuple? Oui, oui, je pense. On le voit avec l'affaire Hassan al-Qadi qui symbolise toutes les autres affaires. Hein. Vous avez dit sur le plateau à plusieurs reprises des milliers et des milliers d'Algériens qui sont passés au tribunal, soit condamnés, soit interdits de sortir du territoire, etc. Mohamed aussi, Tajadid a été aussi encore interpellé. Des militants politiques, syndicaux, etc., culturels, ainsi de suite. Je crois vraiment que l'indépendance alimentaire n'a jamais été une priorité des dirigeants algériens depuis 1962. On s'est gargarisé d'idéologie. On voulait vraiment, Boumediene voulait être le deuxième Abdel Nasser, Jamal Abdel Nasser, etc. Et pourquoi on vend ça aux Algériens? Pourquoi on les prend, excusez-moi du terme, avec tout le respect que je dois à tout le monde, mais à écouter ces hauts dirigeants, dont le président, parfois ses ministres, on les prend à chaque fois pour des imbéciles, alors qu'ils sont loin de l'être. Ils comprennent ce qui se passe, ils sont pas fous. Très franchement, je crois qu'ils ont bâti un système à la fois politique, économique, sécuritaire, financier, etc. Un système qui a broyé tout le monde après, y compris les dirigeants, y compris ceux qui prennent des décisions aujourd'hui qui vont dans le sens absolument contraire des intérêts des Algériens, qui vont dans le sens contraire des intérêts de l'Algérie d'aujourd'hui et de demain. Donc ce système-là est totalement bloqué. Et à partir du moment où on ne veut pas le réformer, il y a eu des tentatives depuis Mouloud Hamrouche, en passant par ce qui s'est passé pendant une petite période de Bouteflika, etc. Et puis les annonces avec l'Algérie nouvelle, etc. Mais il n'y a jamais eu de volonté politique pour déverrouiller, pour débloquer ce système. Vous restez pessimiste, vous, en tant qu'économiste, malgré les annonces. Si vous pouvez retrouver cette interview et la décortiquer chez vous du président algérien, on a l'impression de vivre dans deux Algéries différentes. Ça me fait penser à ce rassemblement à Colonel Fabien où c'était une Algérie, tout était vraiment bien dans le meilleur des mondes. Vous êtes pessimiste pour cette Algérie, tant que ce système? Je suis inquiet. Je suis plutôt inquiet. Parce que c'est pas ma nature d'être pessimiste, je suis plutôt optimiste, je suis un militant, je pense que il faut continuer de nous battre, il faut continuer d'expliquer, il faut continuer de contredire tous les mensonges d'État qui, voilà. Les analyser. Absolument. Et donc il faut continuer d'espérer. Moi je pense que aucun système, quand on pense que l'Union soviétique, qui était vraiment un système, une machine à broyer les hommes, le Staline et tout ça, et que finalement ça a explosé, on a vu ce que c'est devenu. Alors j'espère que l'Algérie ne va pas être démembrée comme ça a été le cas de l'Union soviétique. Justement, pour prévoir ça, pour justement éviter une telle tragédie, je crois qu'il faut ouvrir le système, laisser les Algériens respirer, laisser la libre parole. Le champ médiatique et les partis, les syndicats. Parce que Madame Bekouche a totalement raison pour dire que ce n'est pas un problème d'économie, mais c'est un problème politique. Politique et de système. Justement, Nora Bekouche, vous avez 20 secondes. Le mot de la fin avant de vous quitter. Comme a dit Hassan Hirash, autant que militante, on peut pas être... on est optimiste tout le temps, on se bat, le combat continue et pour libérer l'Algérie. Je veux juste dire un mot à la veille de l'anniversaire de l'assassinat de Ali Messili.
toute ma pensée pour sa famille et vérité et justice pour Alim Sidi. Merci, effectivement. On en a parlé, il a été tué le 7 avril. Hommage demain au Père Lachaise à Paris à partir de 14h. Nora Bekouche, merci d'avoir été avec nous. Hassan Herash, merci. Slimane Azem, blessure et résilience. Chez l'Armatan, merci à l'équipe en régie. On est nir Sahaf Soronwan, Sahaf Torkoum, bon appétit. À très vite, bonne soirée. Dans quelques instants, l'édito de Jamaldine Benchenou.